Bien, je crois que les propos du professeur Lafargue vont sûrement initier un certain nombre de réflexions et de questions, en particulier sur les actualités et les perspectives. Justement, on va demander également à M. Volkoff peut-être de venir nous rejoindre et à Mme Chassin aussi. Donc, s'il y a des questions... Alors, je ne vois pas si les mains se lèvent. Je suis Gabriel Ottoni, médecin du travail au BTP d'Haute-Savoie. J'ai une question pour M. Lafargue. Il est évident que les difficultés de mesure des facteurs individuels ne pourront pas être dépassées facilement et on se tourne de plus en plus vers une approche métier, c'est-à-dire les métiers sont pénibles, lesquels, depuis quand, combien. Est-ce que vous pensez que l'utilisation des matrices emploi-exposition spécifiques pourrait être un outil intéressant à la fois pour alimenter le dossier médical et aussi pour constituer un élément à prendre en compte en termes de compensation, éventuellement de réparation? Merci. Merci de votre question. Je n'ai pas tout à fait tout compris du fait... Une approche par métier, par matrice emploi-exposition. Alors, ça peut évidemment être utile, voilà, mais quand même, l'approche par métier peut être tout à fait intéressante. Voilà. Simplement, le problème, c'est qu'il y a certains métiers qui sont très larges et on voit qu'il peut y avoir des différentiels d'exposition professionnelle et derrière donc des effets sanitaires potentiels, parfois à l'intérieur d'un même des nominatifs d'emploi. Je prends l'exemple de manœuvre. Suivant le secteur où vous êtes manœuvre, vous avez des différences énormes en matière, par exemple, d'exposition des agents chimiques cancérogènes comme l'amiante ou d'autres agents. Donc voilà, c'est certainement utile à regarder. Ça peut aider pour notamment retracer un certain nombre d'expositions professionnelles passées dans un certain nombre de métiers d'emploi. Mais voilà, on a vu quand même, pour apprécier de la pénibilité, on ne pouvait pas faire l'économie d'aller sur la notion quand même de conditions de travail pénibles ou de travaux pénibles. Voilà, et c'est pour ça que ça a été retenu dans les dispositifs législatifs. Non, juste un petit mot pour ajouter que Gérard Lafargue a eu raison de souligner tout à l'heure les réflexions engagées par Michel de Virville sur les modes d'emploi de branche. Alors je crois que dans le bâtiment travaux publics, elle n'est pas encore en place. Je ne sais pas quel est le positionnement de la branche BTP là-dessus, mais dans d'autres branches, c'est amorcé. Je pense que de toute façon, ça serait intéressant pour l'ensemble des services de santé au travail de se tenir le mieux possible au courant du contenu et des méthodes de travail dans les branches où ça a été fait. Je sais par exemple que c'est fini dans la branche du machinisme agricole. Je crois qu'il y en a encore quelques autres comme ça. Et je pense que plus il circulerait les modes de bricolage, pour reprendre mon terme de ce matin, sur la façon justement de tenir compte du métier dans certains cas, de certaines tâches particulières dans d'autres, de certaines expositions particulières dans d'autres encore, c'est fait de manière extrêmement pragmatique, assez simple. De Virville est quelqu'un qui a eu un souci constant de montrer que c'était faisable sans forcément faire la fameuse usine à gaz que tout le monde redoute. Et donc je pense que la meilleure manière d'y réfléchir, c'est de regarder comment très très concrètement ça a pu être fait dans les branches qui ont commencé. Bonjour, je suis donc docteur Dominique Beaumont, je travaille à la CRAMIF. Donc d'abord merci pour ces exposés matinaux qui m'inspirent peut-être plus une réflexion qu'une question. Alors moi je suis un peu une vieille routarde de la prévention maintenant, de la prévention et de la santé au travail, avec une expérience de plusieurs années dans le bâtiment. Ce que j'aurais envie, face aux difficultés, aux résistances qu'on voit à l'intégration du concept et puis des conséquences que ça peut avoir dans la vie pratique des salariés, du concept de pénibilité, donc et face pour lutter contre le découragement qui pourrait venir un peu
Je pense quand même que ce matin, vous avez eu des visions, des perspectives d'avenir, peut-être encourageantes, que j'avais envie de souligner, et je vous en remercie. Peut-être qu'on pourrait imaginer que, je rêve, hein, dans la prévention ou dans les problématiques de santé au travail du XXIe siècle, voire du XXIe siècle, je ne sais pas trop, mais peut-être encore du XXIe siècle, on pourrait, à partir de ce que vous disiez, faire un lien entre, intégrer, quand on veut parler de prévention des risques et de santé au travail, quoi, d'intégrer des conceptions de santé au travail, mettre ça plus en lien avec la formation, comme vous le mettiez en avant, mais pas la formation à la prévention, la formation au travail, quoi, à l'évolution du travail, à intégrer vraiment une volonté d'évolution des carrières pour lutter contre la pénibilité et pour mieux intégrer la santé au travail, quoi. Je pense que ça, c'est peut-être prometteur et une perspective un peu dynamique et que vous avez pu mettre en avant ce matin, et voilà, c'est ça que je voulais dire. Rien à rajouter, on est d'accord. Les enjeux de formation sont essentiels, mais je pense que Paul Frimat y reviendra dans son intervention demain. Il y a une question là-haut. Oui, bonjour. Vincent Gassman, médecin du travail à Strasbourg. Dans les critères qui ont été déterminés par la loi, en fait, on a l'impression que le BTP, finalement, ne s'y retrouve pas du tout. Parce qu'il y a de nombreuses contraintes, mais par rapport aux seuils qui ont été déterminés, j'ai très peur que très peu de gens soient vraiment concernés. Alors, et parallèlement à ça, ce dont on se rend compte, c'est que les entreprises prennent ces seuils comme argent comptant, et derrière, on ne va pas forcément plus loin. Alors comment organiser le débat justement dans les entreprises ou peut-être dans la branche professionnelle pour que cette réelle pénibilité, parce qu'on le voit au quotidien cliniquement, soit effectivement prise en compte. Je vais faire un petit aphorisme. Pendant la pénibilité, la prévention continue. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'on fait tous depuis des années ou des décennies, en l'améliorant peu à peu, en le précisant de notre mieux, en prenant les connaissances qu'il faut et en échangeant sur nos pratiques, il est urgent de le continuer, quoi. C'est quand même ça la première chose. Et il peut être intéressant que le dispositif pénibilité donne une affirmation d'une volonté collective avec des systèmes qui essayent d'aller avec et d'aller dans ce sens-là, mais je crois qu'on a grand besoin de se dire que, pour reprendre le terme qui a été utilisé lors de l'intervention précédente, justement, la pénibilité n'est pas un concept. Il n'y a pas de définition aujourd'hui scientifique, carrée, bordée, consensuelle. Il y a des notions, et pourquoi pas utiliser celle-là en disant qu'est-ce qu'on met dedans à un moment donné. Alors, à côté de ça, il y a une batterie institutionnelle qui est en place. Il me semble personnellement que cette batterie institutionnelle aura plutôt pour effet de donner des points d'appui aux actions de prévention dans l'ensemble. Bon, sous réserve, en effet, de ne pas tomber dans le piège que vous venez d'évoquer. Donc ça, ne pas tomber dans le piège que vous venez d'évoquer, c'est exactement notre travail à tous. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on puisse attendre des pouvoirs publics qu'ils mettent en place ce qu'il faut pour qu'on évite ce piège-là, parce que ce n'est pas vraiment dans leur champ d'action, ça. Donc c'est très précisément à nous tous que ça revient de tenir cette idée qu'il existe ces outils-là, qu'on fait avec et qu'on poursuit nos actions. Oui, pour compléter, je pense même qu'actuellement, ça va un petit peu à l'encontre, parce que si on met un annexe pénibilité dans le document unique d'évaluation des risques, on risque justement de renforcer cette idée que voilà, il faut simplement ramener prévenir les risques en ramenant en dessous des seuils, quoi. Et ça va complètement à l'encontre
voilà, de ce que je disais, ou qui est nécessaire pour les médecins du travail dans leur évaluation des risques professionnels. Voilà, les gens qui sont en dessous des seuils sont concernés aussi par les effets sanitaires, et donc clairement, il faut pas les exclure, évidemment, du champ à la fois de l'évaluation des risques et de la prévention. Ou ceux qui sont au-dessus, qu'on amènerait en dessous. Une dernière question, si vous voulez. Ce sera la dernière parce qu'on va dépasser notre temps. Et puis on reprendra, je pense, le débat après l'exposé de M. Frima. Est-ce qu'il y a quelqu'un, une dernière question? Docteur Noailles, médecin du travail à la IST à Limoges. Moi, j'ai une grosse entreprise de plus de 500 salariés et qui travaille, les salariés, 3/4 des salariés travaillent en équipe alternante successive, avec en fonction des ateliers des horaires différents. Et quand on a exposé les seuils de pénibilité, notamment pour les horaires de nuit, la première des choses que les salariés ont fait, c'est de compter leurs heures et de se dire, mince, j'ai pas assez d'heures, et donc je vais vouloir changer d'équipe pour avoir plus d'heures et pouvoir bénéficier de mon compte pénibilité. Donc ça a été l'effet complètement inverse et pervers du système des seuils. Voilà. Donc il a bien fallu recadrer, mais il y a beaucoup de salariés qui ont demandé à changer d'équipe. Oui, oui. C'est un des effets... Non, c'est un des effets pervers du système, très clair, hein, et notamment les travailleurs qui sont voilà, en fin de vie active, entre guillemets, qui voilà, ont tendance probablement à avoir ce type de conduite, effectivement. Et c'est pour ça que voilà, insister sur l'aspect évaluation des risques et prévention est absolument essentiel. D'autant plus voilà, sur des facteurs comme le travail de nuit, voilà, où les effets sur la santé sont bien reconnus aujourd'hui. Voilà. Et je pensais aussi qu'on a vu aussi certaines entreprises, je ne donnerai pas des noms, mais des grandes entreprises, voilà, qui par des accords négociations collectives et des accords collectifs ont changé les définitions, voilà, de leur propre définition du travail de nuit ou du travail posté. En termes d'horaire pour pouvoir voilà, faire sortir un certain nombre de leurs salariés voilà, de ces critères d'exposition. Alors, juste garder une perspective de long terme par rapport à cette question-là, qui est complètement légitime, hein, centrale même, névralgique. Mais le compte pénibilité, il a un plafond. Il a un plafond à 100 points, dont 20 à utiliser pour de la formation, etc. Alors, si vous faites les comptes, dans beaucoup de situations, il y aura au moins 2 facteurs de pénibilité pour beaucoup de personnes. Moi, même quand on regarde Sumer, et à mon avis, a fortiori dans la vraie vie, donc les personnes qui vont se faire des points de pénibilité vont les faire relativement vite. Regardez bien, hein, les 80 points, on va les faire relativement vite. Donc, dans la période actuelle, des phénomènes comme ceux que vous indiquez, hélas, risquent de se produire. En régime de croisière, au bout de quelques années, les personnes ils vont l'avoir, leur compte, ils n'auront plus rien à gagner à continuer à être exposés. C'est au moins ça la petite lucidité du législateur, qui était quand même de plafonner le nombre de points que l'on peut accumuler, et c'est pas plafonné très haut. Hein. Regardez bien, en une dizaine d'années, beaucoup de gens ils seront au taquet. Quand on a fait les simulations sur Sumer, ça concernait quand même beaucoup de salariés. Oui, mais qui auront rapidement leur compte plein. Et donc, si on se revoit sur ces sujets-là dans quelques années, on commencera à avoir beaucoup de salariés qui sont déjà presque au maxi.